Bonjour à tous. On va commencer cette session qui va se passer en 2 temps. C'est les membres du bureau du conseil scientifique qui vont animer d'une part la première partie d'échange avec le panel citoyen, puis les échanges avec Virage Énergie. Là, l'idée vraiment, c'est d'avoir un temps d'échange entre nous où vous pouvez vous interpeller les uns les autres. Et donc, avec les membres du bureau, on va essayer de pouvoir passer la parole pour que ce soit le plus fluide possible. Donc, même si la position est un peu centrale, là, vraiment, l'objectif, c'est de pouvoir croiser les regards entre les uns et les autres. Donc, on a pris un peu de retard, vous voyez l'heure du jour, mais donc on a ce premier temps. L'objectif, c'est notamment que le panel citoyen puisse vous présenter à vous, membres du conseil scientifique, leur fonctionnement, leur rôle, comment ils ont travaillé jusqu'à présent, parce que comme ont pu le préciser les élus, on est dans une phase de construction qui va mener à la rédaction d'un premier accord COP en octobre 2020. Comment ils envisagent aussi la suite, avec des préconisations qui ont été émises. Et puis de la même manière, l'objectif était aussi de permettre au panel citoyen de voir comment vous fonctionnez, ce que vous avez pu faire jusqu'à présent, ce que vous imaginez pour la suite. On a eu récemment une plénière du conseil scientifique qui a soulevé un certain nombre de questions. Voilà, on est dans cette phase de construction. Donc l'objectif de cette journée, au-delà de permettre cet échange, c'est aussi de pouvoir alimenter les travaux de rédaction de l'accord COP qui vous sera soumis pour une version quasi finale à la fin de l'été pour pouvoir agréger l'ensemble de vos commentaires et présenter fin septembre un premier accord COP qui définira les règles de fonctionnement sur cette première phase. Je vous passe le relais. Donc Federica interviendra, elle nous écoute. Elle pourra aussi répondre, mais sinon, Pascal et Isabelle, je vous passe le relais. Merci Laure-Émilie. Je crois qu'il était qu'on entende un petit peu la présentation par le panel citoyen de la façon dont ils ont fonctionné et puis leur aboutissement qui est le livre blanc dont ils vont nous présenter les grands résultats. Pour Virage Énergie dans un second. Voilà, donc nous sommes les 23 derniers représentants du panel citoyen qui au départ devait être composé de 30 personnes. En fait, bon, il y a 23 personnes qui ont travaillé pendant 4 sessions qui ont porté sur un week-end à chaque fois. Ensuite, on a eu un petit temps d'échange au mois de janvier, après la rédaction donc, de notre proposition, et un autre temps au mois de mai pour réfléchir sur le fonctionnement de toutes les assemblées citoyennes, sur la façon dont on pouvait améliorer cette discussion qui doit aboutir à des propositions concrètes. Alors les 23 membres ont été tirés au sort par un organisme externe au conseil régional avec un petit avantage donné à la jeunesse. Donc aujourd'hui, on n'est pas les plus jeunes représentants. On est désolé qu'ils ne soient pas parmi vous. Qui nous a permis d'avoir des panélistes entre 16 ans, et je ne vais pas trahir notre doyen, mais bon, lui a largement dépassé les 70, voilà. Il nous a expliqué qu'il représentait une communauté de jeunes beaucoup plus importante. Voilà, avec ses enfants et ses petits-enfants, il doit représenter 16 panélistes à lui tout seul. Donc c'est peut-être ceux qui manquaient sur le groupe. Nous avons eu des échanges au départ. Enfin, notre mission de départ, c'était de donner un avis sur l'engagement de la COP. Or, cet engagement, il a traîné en longueur. Ce qui fait qu'au bout de notre 3e session, on s'est emparé de la chose. On a élaboré un certain nombre de points que nous avons classés en 5 catégories et sur lesquels nous avons travaillé par petits groupes, puis fait des synthèses et présenté des propositions qui ont été soumises au vote de tous les panélistes. Certains n'étant pas d'accord avec certaines propositions, eh bien, nous avons marqué le nombre de personnes qui étaient en désaccord pour chaque proposition. Donc c'est quelque chose qui a été élaboré en commun, très démocratique, à partir de thèmes sur lesquels beaucoup d'entre nous n'avaient aucune connaissance. C'est important, c'est que cela montre que des gens qui sont sans connaissance précise, donc pas des scientifiques dans leur domaine, peuvent élaborer des propositions qui tiennent la route et qui recueillent quasiment l'unanimité.
Alors, ces propositions, donc, on les a rassemblées dans un texte dont vous avez dû avoir connaissance, je pense. Donc, sur 5 thèmes. Si vous souhaitez qu'on vous les rappelle, ma collègue pourra le faire. Nous avons évidemment une grande envie de vous rencontrer, mesdames et messieurs du Conseil scientifique, parce qu'on nous a beaucoup parlé de vous et que vous aviez donc beaucoup de temps que vous avez consacré aussi aux questions qui nous préoccupent. Donc pour nous, c'est important que ce que nous avons proposé trouve un écho au niveau du Conseil régional. Il y a une reconnaissance de nos travaux tout au long de leur continuité, j'allais dire, avec la présence bienveillante de Charles Fournier à quasiment chaque session et celle du président Bonneau au moins 3 fois, à ma connaissance. Et il a un emploi du temps bien chargé. Donc ces propositions, on souhaite qu'elles soient débattues, discutées évidemment, validées, intégrées dans l'accord de la COP finalement, sur lequel nous-mêmes souhaitons pouvoir donner un avis final, hein, parce que c'est important, c'est quand même pour ça qu'on a été constitué en panel citoyen. Et la question ensuite s'est posée de savoir quelle gouvernance allait recevoir ce projet de COP et comment éventuellement des représentants du panel citoyen pourraient être associés à cette gouvernance et au contrôle du suivi des mesures qui seront engagées. Voilà, je vous remercie. Est-ce que tu veux rappeler les 5 thèmes forts ? Je pensais qu'il y avait une discussion là. Non, sinon, pas de souci. Donc effectivement, le texte que nous avons écrit en un week-end, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'était vraiment un exemple d'intelligence collective et de réalisation collective assez étonnante, puisqu'on a écrit 15 pages, on était 23 et on a fait ça en 2 jours. Donc, on a fait une introduction qui nous a paru importante et on a bien noté que finalement, c'était l'engagement de tous qui allait être la garantie du changement, puisqu'on avait été quand même très sensibilisés à la question des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, finalement, on s'est dit qu'il s'agissait bien d'une révolution à la fois économique et sociale, et que la partie sociale était aussi importante que la partie économique, qu'elle devait être de façon globale, et que quand même on se trouvait dans une société avec une économie de marché et pour lequel les questions financières étaient les questions essentielles, et qu'il était quand même vital donc de mettre la nature, et c'est comme ça qu'on l'a conçu. On n'a pas dit environnement a priori, on a dit la nature. Je dis ça parce que je trouve ça, quand je l'ai relu, j'ai trouvé ça important de parler de la nature. Et voilà, que tout ça devait être au cœur de la société. On a essayé d'élaborer des principes et on s'est dit que la citoyenneté et l'environnement étaient indissociables et que donc la consultation citoyenne devait être organisée à tous les niveaux. Et quand on a vu l'importance de tout ce qu'on a pu écrire nous-mêmes, on s'est dit que cette consultation, elle ne serait jamais perdue et qu'à chaque fois, c'est vrai qu'on va ce qu'on apporte, c'est un élément qui est loin de votre qualité scientifique, mais je crois que c'est un élément humain important. Enfin, en tous les cas, le groupe l'a considéré comme ça. On s'est dit aussi comme principe que ce serait important que tout ce qui était vertueux pouvait être subventionné, et tout ce qui était polluant devait être taxé, que c'était peut-être un principe qu'il fallait garder dans sa tête, et puis que l'engagement citoyen pour la collectivité était quelque chose qui était indispensable à développer, donc on verra, c'est un des axes qu'on a développé, mais que peut-être il faudrait que ça devienne une monnaie d'échange, justement pour contrebalancer cette société avec une économie de marché très forte et très prégnante, que cette question de la monnaie d'échange et de la forme des contreparties était peut-être à réfléchir et qu'il y avait peut-être là un élément à trouver. Enfin bref. Donc la conclusion, enfin notre introduction concluait qu'il fallait agir localement et penser globalement. Alors là-dessus, oui. Autre chose, les impacts sociaux, surtout au niveau des changements, étaient à prendre en considération, que la question de la justice et de l'équité sociale devait être garantie,
Et puis, une question qui nous a paru aussi importante, c'était celle de l'éducation, de la formation et de la notion de bien commun, comment cette notion devait être apprise, parce qu'on avait l'impression que peut-être, justement, puisqu'on était dans un groupe intergénérationnel, certains l'avaient peut-être plus appris que d'autres du fait de leur éducation, et que c'était important, un élément important. Voilà, et que la question de l'information était importante puisqu'elle devait être fiable. Donc on compte sur les scientifiques pour avoir une information fiable, mais surtout accessible et compréhensible. Voilà. Alors donc après, on a divisé notre présentation, enfin notre écrit en 5 parties. Donc c'est citoyenneté, vie civique, consommation, énergie, transport et mobilité, et puis le dernier qui est, excusez-moi, mais ça va arriver, le dernier étant aménagement du territoire. Alors la partie, je continue, ça, je contracte peut-être. La partie citoyenneté, alors j'ai essayé de faire, de voir la substantifique moelle. Finalement, ce qui ressort, c'est que ce qui paraît important pour nous, c'est de faire coïncider les objectifs de la COP régionale en matière d'écologie avec les attentes des citoyens. Et c'est pour ça que finalement, toutes ces consultations citoyennes, elles sont importantes. C'est important peut-être d'écouter au mieux les citoyens pour que les mesures qui soient prises soient le plus en cohérence et qu'elles soient celles qui passent le mieux en premier. Sur le plan collectif, stimuler l'engagement, donc les modalités de valorisation, éduquer à la citoyenneté, à la vie civique. Alors les propositions étaient peut-être un service solidaire et écologique, des programmes scolaires, une implication à tous les niveaux, au niveau de l'éducation nationale, mais aussi tout ce qui est réseau formation professionnelle, voilà, AFPA, etc. Et puis, nous demandons que la région impulse et soutienne dans chaque école, collège, lycée, centre de formation, etc., des programmes remettant la nature et le collectif au centre de la formation. Voilà. Après, on pourra peut-être discuter plus précisément. Hein. Et puis, il nous semblait important d'apporter un soutien à tous les systèmes locaux, les échanges de services, les systèmes d'échanges locaux, les échanges de savoir, les ressourceries, déjà tout ce qui existe, qu'on puisse s'appuyer là-dessus pour les développer. Voilà, et permettre à chaque individu une prise de conscience et une responsabilité au sein du collectif. Donc voilà pour la première partie. La deuxième partie qui est sur Merci beaucoup. On va peut-être déjà réagir par rapport à la première partie pour qu'on puisse initier le dialogue tout de suite. Je pense que les membres du conseil scientifique sont aussi très contents de rencontrer les panélistes qui travaillent depuis un bon bout de temps sur toutes ces questions et à trouver des solutions. Moi, je remercie évidemment tout votre travail et puis je remercie les collègues qui sont là aussi en nombre au niveau du conseil scientifique. On a un quart des membres du conseil qui sont là. On est en fin d'année, après une année où on était soufflés et les jurys, c'est cette semaine. Donc, je les remercie beaucoup d'être là à nos côtés à tous pour initier cet échange. Pour commencer, nous, je pense, et mes collègues diront si je me trompe ou pas, mais on a vraiment le sentiment de faire partie du processus d'accompagnement de la COP. Et je pense que s'il y a eu un tel succès à ce qu'il y ait autant d'enseignants-chercheurs et de chercheurs dans ce conseil scientifique, c'est parce que certes, on a compris qu'on faisait appel à notre expertise scientifique, mais mon collègue redonnera un mot sur ce que vous entendez peut-être par expertise scientifique, mais c'est aussi parce qu'on souhaite contribuer à une initiative qu'on considère comme positive pour notre territoire et que nous avons aussi des attentes personnelles à être engagées. Donc je pense que le dialogue qui est souhaité, je pense qu'il est aussi attendu par les membres du conseil scientifique. Donc après avoir peut-être redit quelque chose sur ce qu'on entend sur avis scientifique, je donnerai la parole à mes collègues du conseil scientifique s'ils ont des questions ou des réactions par rapport à, en tout cas, ces premiers items qui sont sortis de ces 5 réunions du panel citoyen. Mais on se demande encore si vous avez vraiment été tiré au sort par rapport à la qualité du travail que vous avez fait. Moi, je m'interroge.
Oui, justement, donc on a parlé d'expertise pour ce conseil scientifique. Et en fait, il faut, ce qu'avait dit le président Bonneau, je ne sais plus si c'était tout à l'heure ou à l'instant, il s'agit de regards peut-être un peu différents du vôtre et essayer de croiser nos regards plus que de faire de l'expertise comme on peut avoir l'habitude de la faire. Et puis, je vous rassure tout de suite, on n'a pas une parole plus importante que la vôtre. Il ne faut pas faire d'autocensure. Je crois que la parole scientifique a été pas mal dévalorisée ces temps derniers. On va rester humble et essayer d'être utile. Voilà. Donc, je pense qu'on peut demander sur ce premier point aux collègues. Alors, une petite parenthèse, j'ai oublié de vous demander, nous sommes filmés, est-ce que ça pose une difficulté à quelqu'un? Petite parenthèse technique. Bon, ok, très bien. Voilà. Donc effectivement, donc pour rebondir sur ce que vous veniez d'indiquer, peut-être pour structurer aussi un peu les échanges, savoir si sur la partie fonctionnement en fait du panel, vous avez des questions particulières à poser aux panélistes. Et sinon, on peut peut-être partir sur effectivement les différentes propositions. J'étais sûre qu'il y aurait des questions. Je vous remercie pour le travail remarquable que vous avez effectué. Il y a une question qui me démange. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont changé radicalement d'avis ou d'opinion sur certaines des questions, des problématiques, au fur et à mesure que l'information leur parvenait, au fur et à mesure qu'ils ont discuté et échangé? Prenez le micro, madame, oui. Qu'on vous entende bien. Pas radicalement, puisqu'il y avait déjà une sensibilité. Quand même une conscience de l'urgence et du problème si crucial. Pour ma part, c'est une vraie prise de conscience, parce que je n'avais pas du tout d'engagement dans ce domaine. J'étais un bon consommateur depuis pas mal d'années dans une société confortable, et puis on s'aperçoit qu'on a effectivement des problèmes importants à régler. Et j'ai beaucoup appris pendant ces sessions, surtout grâce aux personnes qui sont venues nous donner de l'information et aussi grâce aux visites que nous avons faites sur le terrain. On a vu qu'il y a déjà des choses qui sont engagées, qui bougent. Et moi-même, j'ai souscrit un engagement en tant qu'entrepreneur. Voilà. Donc j'ai changé mon point de vue, effectivement. Merci beaucoup. Je vous en prie, mettez le micro à chaque fois. Ah, pardon. Excusez-moi. Oui, alors, moi, de mon côté, je n'ai pas radicalement changé. J'ai plutôt renforcé un certain nombre d'options que j'avais déjà pris conscience d'un certain nombre de choses que je n'avais pas encore compris. Comme on vous l'a dit, je crois être le doyen du haut de mes 78 ans, acquis depuis hier quand même, donc c'est important. Et avec 5 enfants et 13 petits-enfants, un certain nombre me briefent et depuis de nombreuses années, mais il faut dire aussi que ça m'arrive de les briefer. Et j'ai eu l'occasion de briefer un certain nombre d'élèves d'un lycée, d'un collège et lycée, en allant les rencontrer, parce que ça, de ce côté-là, par contre, je me suis un peu plus engagé à les rejoindre. Merci. Il y avait une question dans le conseil scientifique? Oui, juste pour compléter ma vision. Les personnes que vous avez rencontrées, ou les experts, ou les documents, vos sources d'information et d'expertise, c'est vous qui les avez sollicités, ou comment ça s'est passé? Vous avez fait un choix la façon dont vous avez travaillé pour aller chercher l'information? Les premiers week-ends, les scientifiques nous ont été proposés. Voilà, je crois qu'il y a eu 2 week-ends, si ma mémoire est bonne, où on a vu les gens de l'ADEME, mais d'autres. Alors, ne me demandez pas précisément parce que je ne me souviens plus, mais on avait un programme assez chargé et où on a été du coup sensibilisés à tout ça. C'est vrai qu'il y a un élément de méthode qu'on n'a pas partagé, c'est que c'est un AMO, donc c'est mission publique, qui accompagne le panel citoyen, mission publique qui accompagne aussi, qui a accompagné la Convention citoyenne pour le climat, de manière à pouvoir avoir le plus de neutralité possible aussi dans le processus, donc, et dans le choix des experts qui ont été présentés, et aussi dans le recueil des avis, la formulation des avis. Le Conseil régional recevait un avis terminé, finalisé, on n'avait pas eu tout de
de regards ou de commentaires à faire. Donc, c'est vraiment une mission publique qui nous a accompagnés jusqu'à présent pour pouvoir aider justement les citoyens à émettre leurs recommandations. Alors, on a aussi été sollicité pour aller rencontrer un certain nombre de gens et découvrir si on en avait l'occasion. Et donc, techniquement, moi, ça s'est fait de façon assez simple. J'ai commencé par aller voir les gens que je connaissais. J'avais envie de stimuler les journalistes pour qu'ils fassent un peu connaître tout ça. J'avais une réunion, il s'est trouvé qu'il y avait une journaliste, donc je lui en ai parlé. Et je lui ai dit que parmi les choses qui m'intéresseraient, je serais curieux de savoir, d'avoir une information sur comment étaient repris tous les déchets, etc. Et elle m'a répondu, ah ben, aucun problème, je te mets en contact avec mon mari, c'est lui qui dirige. Donc ça a été une visite complète, organisée simplement. Deuxièmement, j'ai une fille qui est enseignante et j'avais envie de rencontrer les jeunes et de savoir un petit peu les enseignants ce qu'ils faisaient. Donc je lui ai téléphoné, elle m'a dit oh ben, j'ai un conseil d'école demain, je leur en parle. Tiens, est-ce que tu peux venir demain à 13h30 Oui, ok, c'est bon. Donc vous voyez, les choses se sont faites assez simplement à partir du moment où on se tournait vers des gens qu'on connaissait. Ensuite, un élément important aussi, c'est qu'il y a la presse qui nous apporte beaucoup. Et je suis abonnée à la presse nationale et je me suis mise à la presse régionale et locale, donc presse papier, et j'ai fait une revue de presse. Et ça, c'est vraiment très important parce que quand on revient sur des éléments qui ont été dits il y a un an, on peut voir l'évolution. Et puis, je pense que ça permet de rester aussi vraiment dans le coup et de voir aussi ce qui se passe à l'étranger. Mes enfants habitent l'étranger aussi parce qu'ils travaillent à l'étranger. Donc, on a l'occasion aussi d'échanger sur ces thèmes. Hein, voilà. Merci beaucoup. Moi, je vais juste dire qu'en tant que citoyenne du panel, je ne me suis pas du tout sentie influencée par la région. Mais par contre, je me suis sentie portée par les représentants de la région et que ça me motive dans des engagements ou à en parler, en tous les cas, à essayer de sensibiliser plus facilement. Et de vous savoir là maintenant et accessible, je dirais qu'on se sent plus fort. On a proposé, si on voulait, de creuser chacun un sujet qu'on a choisi. Voilà, il y a eu peut-être une dizaine d'exposés faits par chacun d'entre nous. En plus. Merci. Il y a une question ? Oui, ça va dans le sens toujours de ressources. Est-ce que, par exemple, quand vous creusez, vous avez été chercher des documents scientifiques ou techniques pour comprendre une question ou autre, ou c'était juste sur les sites Internet ? Déjà, il y avait des jeunes gens qui étaient bien informés. Hein. Ils nous ont beaucoup nourris, nos jeunes, parce qu'eux, ils sont très préoccupés. Oui, mais il y a eu le fait que je crois qu'il y en avait une dizaine ou peut-être un peu plus qui ont creusé chacun une question. Et donc, ça a apporté à chacun à la fois de creuser la question qui l'intéressait et puis d'enrichir le groupe. Alors, il y avait notamment, je me souviens, une jeune qui avait travaillé sur comment on motive le public, comment il faut partir sur des choses positives. J'ai un souvenir très précis de ça et c'était très touchant parce que, en fait, si on est sur des décisions très cassantes en disant faut pas faire ci, faut pas faire ça, ça passe pas. Alors qu'elle avait fait toute une recherche sur les motivations et les choses psychologiques, les ressorts sur lesquels on pouvait s'appuyer. Je vous en prie. En ce qui me concerne, je suis allé chercher les textes juridiques, puisque ça avait bougé, on va dire, dans les 6 mois précédant nos réunions. Et donc, je me suis intéressé à ça parce que c'est ma formation initiale. Mais c'est compliqué quand même d'arriver à rassembler toute cette documentation. Oui, une question aussi d'un membre du Conseil qui est économiste. Est-ce que vous avez rencontré des économistes ou est-ce que vous avez eu des points de vue d'économistes ? Est-ce que vous avez rencontré donc des économistes qui vous ont donné leur point de vue ou des choses développées sur le coût économique que représente telle ou telle mesure ? Question qui fâche chez beaucoup, en général. Non, parce qu'on ne nous a pas demandé de réfléchir sur l'économie. On nous a demandé de réfléchir sur ce qui serait bon de faire pour la planète en Centre-Val de Loire. Alors voilà,
on a des propositions pour améliorer, parce qu'on a compris que l'écologie, c'était lié, c'est dépendant de la situation sociale des communautés. Donc voilà, nous, on a réfléchi au terrain. Mais on a besoin justement d'économistes et on a besoin de conseils politiques et de conseils scientifiques pour voir quelles sont les propositions qui pourraient déjà améliorer la condition et veiller à l'écologie. Moi, j'ai une question sur les coûts que je me suis posée pendant le confinement. J'avais l'habitude d'aller tous les ans en Italie en avion, avec beaucoup d'autres. Et donc, on a fait une assemblée générale par Zoom. On était 760. Alors, évidemment, c'est une gestion un peu compliquée, hein, mais ça s'est remarquablement passé. On a même fait des élections. Il faut quand même le faire. Hein. Et au milieu de l'élection, Zoom a ajouté un code secret pour accéder, si bien que ça a coupé tout. Enfin, vous voyez, mais ma question, elle est la suivante. Quel est le coût du Zoom de 700 personnes par rapport au coût en avion du déplacement de 700 personnes? Et si quelqu'un a la réponse, je suis preneur. La réponse, c'est vrai que ça coûte beaucoup moins cher le Zoom, même en tenant compte des émissions de carbone nécessaires au passage des données sur Internet. Mais c'est sûr que c'est une question qu'on se pose. D'ailleurs, bon, nous tous, hein, collègues universitaires, on a eu des colloques en ligne, alors qu'on s'aperçoit qu'un budget de laboratoire, ça mange beaucoup, beaucoup d'argent dans des frais d'avion, en fait, qui n'ont pas été dépensés au moins pour cette année, quoi. Mais alors, on se pose des questions pour le futur, parce que ça pose quand même des problèmes, dans certains cas, dans l'échange, de rester, en fait, sur des Zooms ou sur des conférences en ligne. Nous n'avons pas eu de cours d'économie, mais nous avons quand même pris ponctuellement en compte, notamment pour exemple, les téléchargements, qui représentent quand même une consommation importante et auxquels tout un chacun ne pense pas. Vaut mieux imprimer, c'est fou, mais... Dans certains cas. Donc, vous voyez quand même, sur certains points, sans avoir de cours, on a été sensibilisés quand même. Bono, vous vouliez dire quelque chose? Je me garderai de prendre position, mais vous avez raison. Il faut aussi avoir le regard sur les réalités économiques. Dès lors qu'on pose la question de manière... Pas simplement de savoir tel ou tel coût de production, il s'agit aussi de connaître... évaluer simplement sous l'ordre financier les coûts qui sont externalisés. La problématique environnementale, telle que vous la posez, hors économie, elle suppose, si on vient sous l'angle de l'économie, de regarder les coûts globaux, y compris ceux qu'on projette sur les générations à venir, ceux que l'on met autour de l'activité sans en avoir forcément conscience. C'est bien le sujet. C'est bien le sujet. Je l'illustrerai simplement par ça, parce que c'est d'actualité. Lorsqu'on a acheté, par la force des choses, entre 0,80 et 0,92 des masques FFP1 en Chine, alors qu'aujourd'hui, j'ai plusieurs entreprises en région Centre-Val de Loire qui me disent « nous sommes capables de produire dans des conditions totalement réglementaires, avec les charges de distribution, etc., les mêmes masques à 0,12, 0,15 centimes », on voit bien que ce qui a poussé à mettre ces masques en Chine, ça n'était pas qu'une vision globale de l'économie. Et donc, les économistes se disent fort bien. On avait un économiste que vous devez connaître qui est intervenu dans notre forum l'autre jour et qui a parlé de manière assez précise, assez technique de ces enjeux, mais en invitant à une approche globale. Le coût économique ne peut pas être le coût financier immédiat. Et ça rejoint la réflexion que vous avez. Alors c'est vrai que sur cette première phase, le panel était plus sur la trajectoire, les objectifs, les leviers d'action en fait que vous suggériez de mettre en place. Et c'est certainement justement dans cette deuxième phase qui va s'ouvrir après la signature de l'accord en octobre 2020 qu'il y aura probablement, et c'est aussi l'enjeu de notre échange aujourd'hui, des regards croisés à organiser entre panélistes et conseils citoyens et
porteurs d'engagement pour pouvoir travailler sur ces enjeux et enfin sur les coûts des engagements, et pas que le coût économique, hein, d'ailleurs le coût écologique, le coût social des différents engagements qui vont être initiés. On avait parlé de coûts à condition qu'il y ait un impact positif sur le social. C'était le cœur de notre... Il restait une question dans le conseil scientifique, pardon. C'est bon, pardon. Bonjour, moi je suis écologue, je ne suis pas économiste, mais je fais la recherche finalisée. Et quand je suis avec des acteurs, l'économie leur parle. Et de la même façon que vos jeunes vous ont dit faut être dans le positif, avoir des propositions qui en plus sont peu coûteuses, mais on va plus facilement se l'approprier et le mettre en œuvre rapidement. Donc, alors d'abord, je vous remercie énormément pour le travail parce qu'effectivement, en peu de temps, vous avez quand même fait quelque chose de très, très satisfaisant, même impressionnant. Et vous avez beaucoup de propositions. À l'intérieur des 5 thèmes, il y a quand même beaucoup de choses. Et peut-être qu'une façon de les prioriser serait justement d'y apporter un regard de facilité ou de rapidité à l'appropriation, mais aussi vis-à-vis de ce coût, même si on ne peut pas le chiffrer parce que vous n'êtes pas des économistes ou ce sera peut-être un deuxième temps. Mais en tout cas, peut-être imaginer une priorisation en fonction de l'importance écologique ou de la facilité de se l'approprier. Parce que des petits gestes qui ne coûtent rien, c'est déjà ça d'acquis. Donc voilà, c'est un peu le conseil, ma vision que j'apporterai à ces nombreuses propositions très intéressantes. Ça revient à une question qu'on s'était posée avec mon collègue et plus globalement justement sur la priorisation des actions. Donc il y a effectivement ce qui est à faible coût et qu'on peut mettre peut-être en place tout de suite, sauf si effectivement il peut y avoir des réticences à le mettre en place parce que des fois le coût n'est pas ce qui dérange le plus. Et puis ce qui est aussi à faible regret, c'est-à-dire que de toute façon c'est quelque chose qu'on aurait dû faire, ça peut même être très cher, mais de toute façon il fallait qu'on y passe, alors autant le faire tout de suite si c'est positif tout de suite sur l'atténuation. Donc ça, est-ce que c'est des choses que vous avez regardées dans le panel ou l'éclairage que donne la collègue, c'est quelque chose de nouveau? Vous aviez déjà réfléchi un petit peu comme ça? Que tous, on était déjà tous touchés par les actions gratuites, ces actions citoyennes, individuelles, responsables, etc. Enfin, je veux dire, on ne peut pas non plus tout attendre de la gratuité et de l'engagement individuel. Il faut, bien sûr, mais il faut qu'il y ait un engrenage et qui forcément aura un coût. Je veux dire, si on pense réduction des déchets, si on pense à la transformation de cette économie d'argent sur un autre projet écologique, il y a forcément de l'argent qui circule, quoi. Ça ne peut pas... je comprends qu'il faille absolument dépenser le moins possible et pourtant agir très vite, avoir des actions positives très vite. Mais voilà, quoi. Il va bien falloir mettre la main au portefeuille, quand même. Il faut faire surtout, je pense, les choses dans l'ordre. Ça ne va pas se faire tout seul, quoi. Et parce qu'il y a des trucs qui sont importants, et ça, c'est pas le citoyen. Et moi, personnellement, je veux bien, mais ça va être... Est-ce que cet effort de priorisation, vous le souhaiterez que ce soit une aide que peut vous apporter le conseil scientifique? Je peux aussi rajouter que parfois, on imagine que ça a un coût aujourd'hui, mais que si on regarde un autre pas de temps, finalement, c'est gagnant. C'est gagnant au niveau économique aussi. Donc, c'est pas comme... il ne faut pas faire que des propositions priorisées qui n'ont pas de coût. Il y en a où il a besoin d'un coût fort aujourd'hui parce que ça a un bénéfice écologique très important, mais peut-être qu'on aura un retour sur l'investissement en 10, 20 ans, je ne sais pas, mais qui est positif aussi. Donc, l'agroécologie. Mais cette question de la priorisation, les producteurs, on n'a pas eu le temps de la travailler. Oui, parce que franchement, on l'a écrit déjà en 2 jours. Donc, voilà, il nous aurait fallu peut-être une journée de plus pour prioriser. Et puis prendre un peu de recul, parce qu'en fait, on n'a pas eu peu de recul quand on l'a écrit. Non, mais ne dévalorisez pas votre travail. Ce qu'il faut noter, c'est que ça suscite de l'intérêt de la part des scientifiques qui sont là. Donc moi, j'entends que, en particulier madame, est peut-être prête à vous aider dans cette démarche-là. Donc, et d'autres probablement. Ne soyez pas dans la retenue.
Voilà, vous avez fait ce travail, soyez-en fiers. Maintenant, comment on fait pour la mise en œuvre? C'était pas ce qui vous était demandé non plus. On vous a pas demandé des coûts non plus. Il y a des spécialistes. Hein. Xavier va devoir s'y mettre. Donc voilà, il faut. Je crois qu'on peut, on peut aussi rendre hommage à l'équipe qui nous briefait, qui nous accompagnait, enfin mission publique, hein, parce que on a fait un mind mapping, là, un brainstorming très très actif. On avait quand même des gens assez doués pour regrouper les trucs et coller au fur et à mesure les petits papiers jaunes ou roses et les mettre dans des coins qu'il fallait. Enfin, vous savez, le système de mind mapping ou mind ce que vous voulez. Il y a une traduction française, mais je ne la connais pas. Et ils ont été remarquables et après, ça devenait facile d'écrire. Mais ils nous ont fait écrire et après, ils nous ont fait voter ligne par ligne. Et quand on n'était pas d'accord, c'était noté et c'était noté pourquoi. Donc, si vous voulez, il y avait un travail que moi, j'ai retrouvé remarquable. Et je ne suis pas un perdreau de l'année, comme je vous l'ai dit. Il y a eu Voilà, des comme je vous l'ai expliqué au départ dans la présentation du panel, on n'était pas là pour ça. On n'était pas là pour prioriser des actions, on n'était pas là pour les quantifier, on était là pour donner un avis. Et on a un peu dérivé. Donc effectivement, on ne peut pas vous présenter un travail complet puisque ça demanderait de doubler notre temps de réunion pratiquement. Donc les propositions que l'on fait et que l'on soumet donc au Conseil scientifique, c'est peut-être aussi à vous de vous les approprier, de dire voilà, ça c'est intéressant, ça peut se faire très vite et ça coûte rien. Et ensuite, il y a ce qui coûte très cher et il y a ce qui fait très mal. Parce qu'en tant que citoyen, quand on vous dit il ne faut plus prendre l'avion, glou, vous partez plus en vacances en Tunisie, à Djerba, mince alors, ça fait mal ça. Et puis on n'est pas conscient de ça pour l'instant. Et là, tous les cons qui ont été confinés pendant 2 mois, ils sont tous en train de faire leur petite valise et de partir le plus loin possible de chez eux. Voilà, donc il y a encore une prise de conscience à faire et je crois que vous avez un rôle aussi à jouer. Comme nous, on a joué le nôtre, mais avant le confinement. Le confinement, c'est une chose qui a encore accéléré la prise de conscience. Moi, c'était génial chez moi quand il n'y avait plus de circulation dans la rue. Oh, j'avais plus les bus qui me faisaient du bruit. Moi, j'habite au 2e étage. Chaque fois qu'ils me mettent ligne 11, direction machin, avec à fond, alors que leurs portes sont fermées, et que moi, je l'entends avec des doubles fenêtres. Il y avait une tranquillité vis-à-vis des sirènes de pompiers. Une fois que le confinement était terminé, c'était fini ma tranquillité. J'ai, 40 fois par jour, des 2 tons dans ma rue. Et je suis à un croisement où il y a le tram, où il y a les bus, et où il y a les pompiers, la gendarmerie qui se croisent, et la police aussi. Voilà. Donc le confinement, c'était génial. J'ai découvert le grand cimetière d'Orléans. C'était mon lieu de promenade préféré. Le tour du grand cimetière d'Orléans était devenu une piste d'athlétisme. Donc on vote pour le reconfinement, c'est ça? On nous a dit que le plus dur, c'était la première année dans le confinement. Voilà. Je ne vais pas être trop long, mais donc encore une fois, nos propositions, prenez-les, étudiez-les, chiffrez-les si vous pouvez, corrigez-les, c'est ce qu'on attend, et qu'au mois d'octobre, le Conseil régional puisse prendre une position en toute connaissance de cause. Et donnez-nous des indicateurs de suivi. Parce que ça, on s'est demandé comment les avoir, et je pense que les scientifiques doivent être capables de faire des indicateurs de suivi, j'imagine. À moins que j'ai mal compris. Alors, peut-être que ce qu'on peut vous proposer, en fait, c'est que le Conseil scientifique présente un peu son fonctionnement jusqu'à présent, pour aussi rappeler les rôles de chacun depuis le début de la COP, le lancement de la COP. Et l'idée de cet après-midi, c'est aussi de réfléchir ensemble à comment on peut continuer à travailler tous ensemble, déjà jusqu'à octobre, parce que là, leur demander de chiffrer, là, je me permets de prendre la parole pour vous, mais chiffrer les propositions, définir des indicateurs pour l'ensemble de vos propositions d'ici fin août, en fait, je ne pense pas que ce soit possible. En revanche, c'est effectivement s'interroger sur comment on peut faire pour l'après.
comment le futur panel, alors effectivement, il y a d'autres citoyens qui vont arriver et qui vont prendre la suite, comment ils peuvent travailler avec les membres du conseil scientifique pour pouvoir justement aller affiner ces propositions, définir à nos côtés aussi, parce que c'est vrai que le conseil régional, il s'est engagé avec ses partenaires à accompagner les porteurs d'engagement à définir des indicateurs de suivi et de réalisation de l'ensemble des engagements qui auront été portés. Donc il y a vraiment ce travail à faire, de voir comment on peut travailler ensemble à très court terme et puis dans le long terme pour pouvoir l'inscrire dans l'accord COP. Excusez-moi, je voudrais dire à Laurent qu'il faut qu'on ne le prend pas comme un reproche. Je pense que le fait qu'on n'ait pas pu évaluer, parce que c'était impossible, mais par contre, nous étions tous, en tant que citoyens, bien conscients qu'il y allait y avoir un effort au niveau peut-être des différentes entités, mais de nous aussi. Et ce n'était pas toujours un effort financier. Mais en tant que citoyen qui gère un budget à la maison, on savait très bien qu'il y avait un coût. Il y avait certaines choses qu'on pouvait... On avait des tendances. Voilà. Quand même, on a proposé plutôt quelque chose de réaliste. Excusez-moi, vous dites que le panel citoyen, il va s'arrêter pour votre mission, c'est ça? Et qu'il y en aura un autre qui prendra le relais? L'accord COP est en cours de construction. Et donc, il y a des propositions qui ont été faites par le panel, avec un renouvellement qui est envisagé, comme le conseil scientifique va être renouvelé. À l'issue, vous avez été réunis pour la première année. Il y a le bureau qui a un mandat de 2 ans pour pouvoir assurer un roulement. Et là, effectivement, dans le cadre de l'accord COP, on va devoir définir, dans ce qu'on appelle la méthode COP, les règles de fonctionnement du conseil scientifique, du panel citoyen. Pardon. Et donc, c'est la question qui se pose. C'est effectivement, tout à l'heure, on a parlé du tirage au sort. Est-ce qu'on continue un tirage au sort? Quels critères on doit prendre? Est-ce qu'on prend un critère géographique, d'âge, ruralité, urbanité, etc. C'est l'ensemble de ces questions qui sont encore ouvertes, qui ont été préécrites pour le moment dans l'accord COP qui vous a été soumis et au conseil scientifique et au panel citoyen, qui ne sont pas encore stabilisées. Donc voilà, ça on peut travailler dessus. Et oui, on en reparlera ensuite. Anne Beignet, vous aviez une question? Je voulais juste revenir, en effet, c'est impossible de chiffrer vos propositions, je pense, pour le mois d'octobre, mais par contre, ce serait intéressant d'essayer de les placer, alors avec des grands domaines de coûts et de dépenses, et de les placer en ayant presque en ordonnée les coûts, l'évaluation des coûts dans son grand domaine, et en abscisse l'impact. Ce serait intéressant de les placer. Alors après, ça se peaufinerait, parce qu'au fur et à mesure que les engagements sont peaufinés, sont réfléchis. Mais déjà, voir dans vos propositions, grosse maille, en coût, c'est plutôt haut ou plutôt bas, puis en impact, et puis avoir cette espèce de graphe qui totalement visuel, parce qu'il serait pas, c'est pas un graphe scientifique, puisqu'on n'aurait pas les vrais chiffres, mais au moins, il serait visuel. Non, juste en complément sur le volet de la durée du panel citoyen. Bien souvent, quand on crée un panel citoyen, on arrive au moment où on se dit est-ce que ça doit durer ou pas? Il y a une envie, mais en même temps, c'est des gens tirés au sort et l'idée qu'ils puissent y consacrer un temps plus long est souvent très complexe. Mais il se crée une dynamique collective et on a un peu de mal à imaginer qu'elle prenne fin. Par contre, ce qui, nous, on a intégré côté région déjà, je crois, c'est le fait que le tirage au sort est un outil extrêmement intéressant. On en est, je crois, au 4e panel tiré au sort sur différents sujets. On a eu sur les déchets et une contribution extrêmement impactante d'un panel citoyen. On en a eu un sur la formation. On en a eu un ici sur la COP régionale. J'ai oublié le thème du 4e. Et à chaque fois... Oui, exact. Et il y avait aussi le débat mondial sur le climat à ce moment qui était engagé au moment de la COP 21. Donc il y a une vraie habitude qui s'installe. Alors ce qui reste encore un peu fou, c'est qu'aujourd'hui on ne sache pas le faire totalement par nous-mêmes. On est obligé de passer par des prestataires parce que ne serait-ce que la technique du tirage au sort reste un exercice pas si simple que cela. Voilà. Et donc il y a l'idée quand même qu'on pourrait le renouveler. Et l'accord étant réévalué tous les 2 ans, on pourrait imaginer que dans 2 ans, à minima, au moment où il y a l'évaluation,
on ait un retour par un panel citoyen pour la transparence. Voilà, et d'avoir un nouveau panel tiré au sort qui évaluerait la COP et qui rendrait compte de son point de vue sur ce qui a été mis en œuvre et pas mis en œuvre. Ça, c'est une possibilité. Voilà. Et après, on peut aussi imaginer, je l'évoquais avec François Bonneau, en région Bourgogne-Franche-Comté, il y a une sorte d'assemblée permanente qui s'appelle les POT, je crois. Alors, je ne sais plus ce que ça veut dire, les lettres, mais ça veut dire quelque chose. Qui sont des citoyens qui, de manière permanente, sont associés à des réflexions autour de ces sujets. Donc, ça peut faire partie des éléments de gouvernance. Voilà, je sais que vous avez formulé des propositions, il faut creuser ça, mais ça peut faire partie demain d'éléments de méthode à inscrire dans la COP. En tout cas, ce qu'on entend, c'est qu'il y a une motivation à continuer à travailler avec la région. En tout cas, on l'a entendu. Oui, il y avait une question. Oui. J'avais une question. Il y a un concept que je trouve particulièrement intéressant, c'est celui des limites planétaires, qui a été développé par une équipe à Stockholm, qui a été repris d'ailleurs par les Nations Unies, et qui montre les différents aspects de l'érosion, le réchauffement climatique, l'érosion de la biodiversité, etc., et qui les met en regard des limites. Où est-ce qu'on dépasse les limites? Actuellement, il y en a 3, je crois. C'est le réchauffement climatique, la biodiversité et le cycle de l'azote, beaucoup trop d'azote. Par contre, l'accès à l'eau n'est pas du tout un problème au niveau mondial, à l'échelle mondiale, alors que l'érosion des sols est un énorme problème, l'appauvrissement des sols. Donc je pense que ce serait intéressant, on a parlé des impératifs économiques qui sont évidemment importants, mais qu'on mette aussi ça en regard des impératifs écologiques au sens large, pour mettre des priorités et voir par exemple que dans notre région centre, les sols, ça s'appauvrit de manière silencieuse, indolore, et en fait c'est beaucoup plus grave qu'on ne le pense. Et comme ça, on peut mettre des priorités et je pense qu'après, on peut faire une matrice de traçabilité. Au niveau national, voilà. il y a une vraie volonté de limiter l'artificialisation des sols. Elle doit être zéro net à l'horizon 2030 et c'est un vrai programme. Donc, c'est vrai que ça fait partie des choses qu'on peut prendre en compte, oui, des aspects comme ça. Je voulais dire aussi que dans le cadre de nos visites, notamment dans l'Indre, nous avons appris que l'Indre était, la partie nord-est, je crois, était obligée d'importer de l'eau, du Cher. Je peux vous dire que quand vous apprenez ça, vous dites « Waouh, il y a un problème là ». Et ça, on n'en était pas conscient. On a vu par contre des réalisations extraordinaires de chaufferie Tri-Énergie pour un groupe d'HLM, en fait, d'habitation à loyer modéré, qui a depuis peut-être une dizaine d'années été totalement précurseur en matière de chauffage, comme ça, avec une diminution considérable des coûts, donc un gain au niveau des charges pour les locataires. Donc ce genre de réalisation, il faut qu'on les mette en valeur, il faut que la presse en parle, ça doit donner des idées à d'autres. Nous, il faut qu'on prenne les choses qui sont déjà bien sur notre territoire et il faut les démultiplier. Donc, on a vu aussi, très important dans notre avis, le conditionnement d'un certain nombre de subventions à la réalisation des objectifs de la COP. C'est-à-dire que les financements accordés par la région doivent être en accord avec les objectifs de la COP. Un projet qui est bénéfique, il doit être aidé. Un projet qui est négatif, on oublie. Voilà. Poser une petite aparté pour voir le chrono. Et du coup, on voulait vous proposer, puisqu'il ne reste plus que 12 minutes, là, de travailler peut-être justement sur la suite. Avant, il y avait une question, peut-être. Bon, alors, je vous laisse poser la question, puis on fera la... Ouais, j'avais juste une petite chose assez rapide, mais revenir sur un point c'est la région centre, Val-de-Loire, mais il n'y a pas que cette région-là, il y a d'autres régions à côté. Donc, travailler que sur la région, c'est très bien, mais il faut avoir une réflexion un peu plus large, parce que ce qu'on subit dans la région centre peut venir d'ailleurs, peut venir d'autres régions, etc. Donc il faut peut-être aussi prendre en considération les émissions, etc., qui viennent d'ailleurs, à un moment ou à un autre. Donc on peut arrêter toutes les émissions de la région, on peut la rendre verte, on peut faire ce qu'on veut de notre région, mais il y a des choses qui viennent d'ailleurs. Donc à un moment ou à un autre, il faut prendre ça en considération. Oui, effectivement, bon, on en a discuté, hein, c'est pas absent, je pense, du débat, hein, c'est interrégional, national, planétaire, on parlait des limites de la planète tout à l'heure, bien sûr que c'est le cas, mais on est encore une fois dans des initiatives qui ont leur sens, effectivement, localement. On n'a pas parlé des grands groupes industriels et de leur façon de fonctionner, etc. Donc c'est vrai qu'il y a de la macro
économie, c'est comme ça qu'on dit, Xavier, je crois, et il ne faut pas la perdre de vue. Néanmoins, c'est aussi des effets de levier, des effets de boule de neige, mais je pense que tout le monde a conscience de ça. Et puis, il y a aussi des gradations. Il y a une convention citoyenne sur le climat aussi, qui a eu lieu, qui a rendu son rapport. Alors, on vous remercie parce que vous nous avez offert 28 pages, si j'ai bonne mémoire. Eux, ils ont fait 460. Donc, on vous laisse deviner ce qu'on préfère lire. Et... voilà, donc je pense qu'il ne faut pas avoir de souci avec ça, mais il faut le savoir. Hein, par exemple, on n'est pas rentré dans le détail de ce que vous avez écrit, hein, mais par exemple, il y a un aspect que moi j'avais noté d'autosuffisance régionale. Donc effectivement, il faut prendre ça avec les meilleures pincettes. C'est pas très grave si on va acheter des choses à côté et puis qu'on va leur en vendre. Il ne faut pas non plus fermer le territoire, voire avoir une vision clanique des échanges individuels. Par contre, on a bien indiqué que justement il était important que tous les échelons puissent communiquer, la région avec les départements avec les communes, la région avec les... Voilà, que tout ça puisse communiquer, quoi. Et puis pour terminer, je crois que ça avait été rappelé un petit peu par la région, il y a un souci, une envie d'exemplarité un petit peu dans ce qui peut être fait à l'échelle d'une région, à l'aide des différents maires qui s'investissent dans la convention des maires. Donc je pense que ça, de toute façon, ça touchera l'extérieur, qu'on le veuille ou non. Et puis moi, j'ai relevé cette volonté de jumelage et d'échange. Nous, on avec l'Erasmus pour des vocations culturelles, on peut y ajouter d'autres choses qui pourraient aussi avoir du sens. Donc on peut aussi construire nos échanges virtuels ou en présentiel avec d'autres connotations et avec des indicateurs qui restent à construire. Donc je pense qu'avec les communications qu'on peut avoir, on peut aller plus loin même dans nos fonctionnements et dans ce qu'on peut développer à l'intérieur de nos propres entreprises. Et justement, la question qu'on se posait pour les 10 dernières minutes, on a retenu 2 choses importantes comme message que vous adressez à notre communauté scientifique. C'est la notion d'indicateur qui resterait à créer pour évaluer vos propositions. Évaluer, attention, hein, on vous a dit qu'on faisait partie ensemble maintenant du même laboratoire et même incubateur à idées, donc nous sommes d'égal à égal. Et de priorisation avec peut-être ces mêmes indicateurs. Je ne sais pas s'il y a des réactions par rapport à ça. Moi, j'ai envie de dire que du coup, ce qui serait bien, c'est que les scientifiques puissent nous amener un état des lieux. Parce que quand monsieur parlait tout à l'heure de l'assèchement des sols, j'avoue que, voilà... On a l'état des lieux à l'échelle de la région, c'est des indicateurs qu'on a. Des sols, des pollutions, des zones, enfin, de façon à ce qu'on puisse prioriser, justement, parce que c'est par tous ces données de l'existant, de l'état du territoire, peut-être. Ça, on a. Ça pourrait nous aider à prioriser. Ça existe au niveau national et régional, c'est fait, hein, avec les services statistiques, les SOS, c'est des choses qu'on peut vous aider à trouver, ça. Ah, très bien. Et pas que sous l'angle de l'eau, sous l'angle aussi de la biodiversité. Peut-être dire qu'on est en train de travailler sur un tableau de bord de la transition à l'échelle de la région et en lien avec la COP régionale, à la fois avec un travail numérique pour la collecte des données, le Climate Hub, Data Hub, voilà, pour collecter les données, pour avoir voilà. Et je trouve que les 9 limites planétaires telles qu'elles sont posées sont une bonne grille pour rendre et vulgariser et rendre accessible la compréhension de l'état de la transition dans un territoire comme le nôtre. Donc on est en train de travailler là-dessus. On en a besoin pour la COP, mais on en a besoin en général pour toutes les prises de décision, de savoir où on en est finalement, comment ça progresse, et pas simplement au moment où on fixe les trajectoires, mais de façon un peu continue. Et le commissariat général au développement durable est extrêmement intéressé par ces travaux-là, puisque eux produisent des données de la vision, mais nationale, comme le disait le commissaire ex cathedra, non pas ancré dans un territoire. Il serait très intéressé de travailler avec un territoire comme le nôtre sur la production de données, enfin d'un tableau de bord de la transition en région. Voilà. Donc ça répondrait, non au-delà de vos propres propositions, à toutes celles qui seraient dans la COP, et de voir comment on en mesure l'avancée et leur impact sur la transition.
Je remarque, c'est toujours sur les indicateurs, en fait, on a affaire à quelque chose qui est multidimensionnel. Et donc, effectivement, on parle des sols, on parle des cycles de l'eau. Alors, pour les économistes, en tout cas, dans ce qui concerne l'énergie, il y a une chose qui fâche, c'est qu'il y a un indicateur qui existe, qui est facile à calculer, qui est quelquefois un peu démagogique, mais c'est le coût du CO2 évité. Et lorsqu'on a ça, on a quelquefois on voit qu'il y a des tas de mesures qui ne coûtent rien. Par exemple, moi, je suis venu en vélo ici, donc j'ai un coût du CO2 évité qui est négatif, puisque j'ai économisé donc le fait de prendre ma bagnole, ma voiture, et j'ai gagné sur ma santé. Donc ça coûte rien. C'est un coût de CO2 négatif. Par contre, il y a des tas de mesures, y compris des mesures de politique macroéconomique, qui sont quelquefois aberrantes parce que le coût du CO2 évité est prohibitif. Et malheureusement, quand on regarde toutes les mesures, on a quelquefois des choses assez surprenantes. Bon, je ne parle pas de la France, je ne parle pas de l'Allemagne, par exemple, dans sa transition énergétique, qui le fait un coût prohibitif. Et donc ça, c'est des choses que les économistes peuvent donner pour normer un peu tout ce qu'on peut proposer, parce qu'ils proposent des choses qui sont à 300 € la tonne des CO2 évité, on va dire arrêtez, c'est pas tenable. Donc c'est ça, là aussi, c'est des indicateurs qui sont intéressants. Alors c'est juste pour ce qui est le problème de l'énergie, c'est-à-dire le volet CO2, mais on ne parle pas de la biodiversité, on ne parle pas des sols et compagnie. Merci beaucoup. Je voulais aussi donner la parole peut-être à notre présidente du conseil scientifique, Federica. Oui, merci. J'avais une question à l'analyse à la lumière de la crise. Je vous entends mal, Federica. Et nous soulignons la nécessité d'une démocratie locale plus intense, hautement participative, qui se traduit dans la nécessité de prendre part aux actions et à la gouvernance des territoires. Donc, je me demande si c'est possible d'avoir quelques détails sur la façon que vous envisagez pour cette implication démocratique. Tu adresses la question à qui? Parce que ça a été un peu haché. Les panels en général. Au panel en général. Qui s'est occupé de cette partie implication démocratique. La démocratie participative, à quelle échelle véritablement vous la voyez? Alors, ça doit commencer au niveau des communes. Je pense que dans le cadre des élections municipales qui viennent d'avoir lieu, c'était une des principales revendications, notamment de EELV Les Verts, de développer la participation citoyenne à tous les niveaux. Et ce n'est pas quelque chose qui a été repris par l'ensemble des partis, mais c'est quand même là que ça doit se passer, c'est au niveau local. Il faut que les mairies organisent ces consultations. Et si elles ne le font pas, ce seront des groupes privés qui vont l'organiser et qui auront leurs propres solutions à proposer. Voilà. Donc il faut aller le plus possible au-devant des attentes des citoyens et leur permettre de s'approprier les projets. Quand ils ont eu le temps de les discuter, ils sont beaucoup mieux acceptés et il y a beaucoup moins de recours, donc ça va plus vite au final. Oui, enfin, c'est partagé? Oui, alors, moi je vais rester sur le texte pour ne pas oublier tous ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, mais une des idées qui avait été développée dans toute cette notion de formation, d'information des citoyens, c'était de créer des espaces de débat, on l'avait dit type Agora, et ça semblait important. Alors, il y a la démocratie participative organisée, mais il y a surtout cette habitude ou cette formation à écouter l'autre avec son avis différent. Voilà. Et cette habitude crée des lieux où il y a des débats possibles et les plus ouverts possibles. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres réactions par rapport à cette question? Là, je pense que c'est adressé en fait un peu à tout le monde. Une question pour les membres du Conseil scientifique. Est-ce que l'un d'entre vous a contribué de près ou de loin à la Convention citoyenne pour le climat? Ou pas eu de... Non, d'accord. C'est vrai que ça serait aussi intéressant d'avoir un retour des experts qui ont pu être sollicités pendant cette année en fait, de débat. Parce que les 150 ont été très, très, très actifs aussi. Et du coup, ce serait intéressant de voir... tout à l'heure, vous parliez vous posiez la question des ressources documentaires qui ont été
proposer aux membres de la Convention citoyenne pour le climat. Je crois que c'est un vrai sujet et un sujet qui doit vous concerner particulièrement, vous scientifiques. Et donc avoir ce retour d'expérience sera nécessaire et peut-être qu'on pourra essayer pour une prochaine session de plénière de conseil scientifique ou avec le panel d'avoir un témoignage. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça pourrait être utile pour la construction de la suite du processus aussi. Une question, voilà. Il me semble qu'il y a une importance. On n'a pas entendu les scientifiques. Je ne sais pas, ils ont travaillé, ils se sont réunis, ils ont peut-être des choses à nous communiquer parce que nous, on va les... Enfin, vous n'êtes pas venus seulement pour nous écouter. Je vous en prie, vous vouliez dire quelque chose. Si, uniquement. D'accord. Mais vous avez déjà une appréhension du territoire, une connaissance du territoire et peut-être des choses à nous communiquer pour nous aider à prioriser ou je ne sais pas. Non, rien. Alors, le conseil scientifique est là aussi pour dialoguer avec vous, mais au départ, nous, ce qui nous a été demandé, c'était surtout de valider des engagements au niveau de la région. Mais pour l'instant, on a réagi un petit peu au dialogue qu'on avait initié par rapport à vos solutions. Donc, on va peut-être prendre la question et puis après, on va peut-être vous rappeler justement quel a été notre rôle jusqu'à présent. On ne sait pas encore tout ce qui va nous être demandé maintenant. En fait, moi, c'est une interrogation que je pose là parce qu'on est citoyen, pouvoir public et on va dire scientifique qui sont citoyens, sur un point qui est en fait noté sur le document que vous avez produit. Je vais lire vite fait la phrase. En fait, c'est une proposition. Il faut impérativement que les bâtiments à la charge de la région soient rénovés et conformes aux normes énergétiques nouvelles. Et après, dans une logique d'exemplarité de la région, etc. Sur ce point-là, donc, moi qui est aussi spécialiste de matériaux de construction et aussi pour cette partie-là de confort thermohydrique de bâtiments, je sais que ce point-là, par rapport à la région, c'est parmi, on va dire, les actions prioritaires de la région. Autant que citoyen, moi aussi, en fait, je pense que notre action, c'est de participer à ça, chacun à son niveau. Mais je trouve que cette phrase-là, il y a une limite entre mon action autant que citoyenne et l'action qui est plutôt générale, c'est de rénover ou faire la réhabilitation énergétique de tous les bâtiments. Et c'est là où, en fait, je m'interroge sur est-ce que ce point-là, c'est plutôt dans les cordes du panel citoyen ou c'est une proposition plutôt générale et je ne vois pas dans ce cas-là comment on propose un indicateur. C'est pour ça que je dis que là, comme on est tous... Et je vais donner un exemple. La piscine, par exemple, la nouvelle piscine d'Orléans, un exemple au niveau économique, écologique, etc., tout ce qu'on veut, il coûte cher, mais à côté, c'est un investissement qui est intéressant parce qu'il y a des toitures végétalisées. Il faut savoir que des propositions comme ça demande une partie aérolique du bâtiment qui coûte cher aussi. Donc, je veux dire par là qu'on ne peut pas végétaliser partout parce que ça coûte cher au niveau de la structure d'un bâtiment. Ça coûte cher aussi pour mettre en place son aérolique derrière. Et donc, c'est vrai que c'est une idée intéressante, mais pour la mettre en place, ce n'est pas facile, que ce soit au niveau de la région ou au niveau même d'un simple citoyen. Moi j'ai l'impression que c'est une problématique de priorité. C'est-à-dire que nous, on dit un truc qui est général parce que par nature, celui-là, il ne peut être que général. Il concerne énormément de bâtiments. Donc, mais par contre, on peut attendre et même proposer éventuellement à certains des organismes, y compris le panel citoyen, de proposer des priorités dès lors qu'on sait quelles sont les propositions. C'est-à-dire, on ne va pas dire qu'il faut rénover tel truc ou tel truc parce qu'on n'en sait rien. Par contre, on peut dire en face de ceci, ceci et cela, qu'est-ce que vous en pensez ? Et à la limite, dans la gouvernance à long terme, peut-être qu'à un moment donné, on peut imaginer un référendum régional disant on a le choix entre ça, ça et ça, ça coûte hyper cher, puis ça coûte hyper cher et ça aussi.
à votre avis, quelles sont les priorités? Enfin, moi, je verrais un petit peu ça comme ça, si c'est bien la question si ça répond à votre question, si c'est une ébauche de réponse. Pardon, ça répond à la question, mais pour moi, en fait, quand je propose un indicateur, là, il y a l'indicateur de l'engagement citoyen qui est simple pour moi et que là, on voit plus qu'une prise de conscience, c'est plutôt une connaissance à tous les niveaux. Et par rapport à une proposition qui est bien dans le sens qu'on souhaite, mais pour moi, elle n'est pas du ressort d'un citoyen simple, parce qu'il ne pourra pas la réaliser. C'est pour ça que j'ai évoqué un éventuel référendum, parce qu'effectivement, le panel citoyen, ce qui est intéressant, c'est qu'on est des gens extrêmement différents, avec une extrême diversité et un engagement. Pour y aller, ça veut dire qu'on a dit oui, c'est-à-dire qu'on est prêt à s'engager, ce qui est déjà une qualité, mais voilà. Mais après, on n'a pas... quelle est la légitimité des citoyens pour dire... 30 citoyens, aujourd'hui 23, pour dire faudrait tel bâtiment plutôt tel autre. Par contre, au niveau des indicateurs, si par exemple on a des immeubles publics, une préfecture, un truc, un machin, qui consomment tant d'énergie, tant d'électricité, où on pourrait réduire la consommation électrique en installant des systèmes vertueux qui couperaient à partir de telle heure, ou quand quelqu'un entre, s'allumerait, enfin, etc. Oui. Des chauffages, comment réduire les pertes caloriques, etc. Là, il doit pouvoir y avoir des indicateurs qui s'inventent. Et à mon avis, ils doivent déjà exister d'une certaine façon. C'est-à-dire que quand on fait venir quelqu'un, si je veux vendre ma maison et que je fais venir quelqu'un parce que je suis obligé de présenter à de futurs acheteurs les performances de ma maison, il y a bien des indicateurs qui existent, puisqu'il y a des gens qui viennent et qui font une étude, donc ça existe. Donc j'imagine qu'on peut avoir ça au moins sous certaines choses qu'on cherche à faire dans une région, dans un département, dans une ville, etc. Oui, d'ailleurs, dans un débat on avait imaginé à un moment qu'il y ait des gens dans les villages, qu'il y ait un panel citoyen dans les villages. Moi, j'avais fait remarquer que le panel citoyen des villages, ça devait être quand même, il y avait un conseil municipal qui devait un peu représenter ça, et que peut-être on allait un peu loin. Mais dans une grande ville, dans une communauté de communes, etc., là, on peut imaginer qu'il y a des priorités, des gens qui s'engagent financièrement aussi. Donc, quel va être le coût, comment il va être financé, ça peut être un autre indicateur. Vous voyez ? C'est-à-dire que si la région dit on met tant, le département dit on met tant, la ville dit on met tant, à la limite, les citoyens disent nous, on veut bien. On peut imaginer des indicateurs, enfin je pense, mais j'en sais rien, je ne suis pas un imaginateur d'indicateurs. Oui, je voulais juste apporter un commentaire, je voulais vous expliquer un peu mon métier de scientifique, parce que peut-être que vous ne connaissez pas ce qu'est un scientifique, qu'est-ce qu'on fait, et aussi pour que vous compreniez pourquoi je suis ici. Moi je travaille sur les polluants environnementaux qui sont dans l'eau, dans l'eau de rivière ou de l'eau souterraine, donc qui sont aussi potentiellement l'eau de consommation. Et j'essaie de regarder leur impact sur certaines cellules du cerveau. Voilà. C'est quelque chose qui est très, très pointu. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est à l'échelle de la région, c'est beaucoup plus global que ça. Donc voilà, donc moi je m'intéresse... Oui, voilà, oui, par exemple. Parce que moi je travaille sur un polluant environnemental qui est l'éthénylestradiol, donc c'est la pilule contraceptive que l'on retrouve dans les eaux de rivière. Donc il y en a partout. C'est une pollution qui est vraiment globalisée. Ouais. Donc c'est pas à l'échelle de la région, c'est bien au-delà. Donc pourquoi j'ai voulu faire partie du conseil scientifique ? Moi, je pense que je peux apporter mon éclairage sur... voilà, je peux vous donner une expertise sur un polluant qu'on retrouve dans l'eau, quel risque ça a si c'est de l'eau de boisson, de l'eau de consommation. Une molécule qui est polluante, ok, mais il y en a plein dans l'eau. Donc on ne les mesure pas, on mesure que quelques molécules, mais pas toutes, hein, loin de là. Et je pense que, heureusement, sinon je pense que ça ferait peur à plus d'un,
Parce qu'on cherche, on trouve à peu près tout ce qu'on cherche, donc c'est un peu gênant. Oui, voilà, c'est ça. Et voilà, donc moi je peux vous donner ça, je peux éplucher la littérature et puis vous dire tel polluant peut être dangereux à telle dose, peut être dangereux pour des adultes, pour des enfants, pour des femmes qui sont enceintes, pour leur fœtus qui est exposé. On peut faire. Ah oui. De toute façon, que ce soit dans la région ou au niveau national, vous savez, on retrouve à peu près les mêmes. On retrouve des médicaments, on retrouve des pesticides, on trouve tout un tas de trucs, des produits ménagers, de la drogue, de tout. Donc voilà. Et ce que l'on peut faire aussi, et ce que je fais, et ce que j'aime bien faire, c'est faire des conférences grand public. Parce que ce qu'il faut, c'est les propositions que vous avez faites, c'est très très bien ce que vous avez fait. Mais il faut sensibiliser, il faut la diffuser le plus largement possible. Donc il faut sensibiliser le public. Il ne faut pas sensibiliser le public qui est déjà sensibilisé, mais surtout ceux qui ne le sont pas. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Et là, on peut peut-être, en tant que scientifique, on peut peut-être vous aider. Vous êtes le panel citoyen, donc peut-être vous faites partie d'associations ou autres, de groupes des citoyens. Et nous, en tant que scientifiques, on peut faire des conférences grand public. Moi, j'adore ça. Et on s'aperçoit que le grand public est très friand d'informations, de faits scientifiques. Voilà, parce que nous, on est des scientifiques. Donc, lorsqu'on fait des conférences grand public, on donne des faits scientifiques. On laisse notre côté citoyen un peu de côté, même si, bien évidemment, on a un avis. On donne les faits scientifiques. Et après, comme ça a été dit par la vice-présidente, donc après, un citoyen qui est éclairé, et bien après, il prend les bonnes décisions. Donc voilà qu'on peut vous aider. Je pense. Prendre des décisions. Moi, je pense que ce genre de conférence doit trouver sa place dans les semaines de la COP, dont on a demandé peut-être qu'elles aient lieu en fait 3 fois par an. Et voilà, oui, c'est un peu compliqué. Dans l'organisation, on ne va pas donner un calendrier, mais ce serait parfait si sur tous nos territoires, on avait effectivement une association des jeunes citoyens qui ont réfléchi, qui sont conscientisés pour un bon nombre d'entre eux, voire déjà politisés, des scientifiques qui sont capables de dire voilà comment c'est actuellement, voilà ce qui nous menace, voilà ce qu'on peut faire pour éviter que la menace devienne trop dangereuse. Et puis, les engagements, c'est-à-dire que vous donniez de temps en temps des petits éclairages à la région. Vous voyez, on parlait des bâtiments. Bon. La région est possesseur d'un patrimoine immobilier considérable. C'est elle qui a pris l'initiative de cette COP. C'est à elle d'être un exemple en matière d'économie d'énergie dans les bâtiments, de confort pour les élèves, parce que ça va avec, également peut-être de partage de cet immobilier, parce que ça sert aux élèves dans la journée, mais pour des tas de raisons, hygiène, gardiennage, etc., ce sont des locaux qui, le soir, ne servent à rien. Ce sont des enceintes sportives qui pourraient être utilisées 2 fois plus qu'elles ne le sont en réalité. Et c'est des éléments comme ça auxquels la région doit réfléchir, puisque c'est son patrimoine, c'est elle qui décide, c'est pas l'éducation nationale qui va dire tiens, mon gymnase de tel lycée, on pourrait l'utiliser pour faire autre chose. Ça peut être justement un indicateur, une consommation d'espace, ça fait partie des indicateurs, comment est-ce qu'on valorise au mieux les ressources que l'on a, et c'est vrai que l'espace est une ressource sur toutes ses dimensions. Pour revenir aussi sur le commentaire du collègue, alors je ne sais pas après si Federica veut réagir sur une conférence grand public, il a répété 3 fois qu'il adorait ça. Alors il faut savoir que tous les scientifiques n'adorent pas les conférences grand public. Et vous voyez, je laisse s'exprimer. Donc c'est super qu'il y en ait, on a bien noté. Il y en a plusieurs ici là qu'on reconnaît facilement. Oui, pardon, non, juste on peut dire que sur le conseil scientifique, on avait intégré dans les missions possibles la diffusion de la culture scientifique. Et voilà, c'était une sollicitation qui était faite. Et notamment, comme on a des événements COP qui sont labellisés, on peut tout à fait imaginer, moi je trouve l'idée intéressante d'avoir des semaines COP dans lesquelles on intègre des conférences et de la diffusion de la culture scientifique. Donc ça, c'est à mon sens tout à fait jouable. Oui, et en plus, je pense que ça fait... Monsieur Bonneau voulait ajouter quelque chose. Federica, pardon, et après Monsieur Bonneau. Allez-y. Madame la Présidente.
Non, je voulais ajouter, en confirmant ce que disait Isabelle, qu'en fait, nous sommes tous convaincus que, puisque la science n'est pas seulement production de connaissances, mais aussi transmission de connaissances, nous partageons nos connaissances normalement et nos expertises afin vraiment d'éclairer les réflexions, les discussions, les actions, même les actions politiques. Donc, c'est assez normal pour nous d'envisager de participer à des événements publics, de créer un vrai débat démocratique. C'est un peu ça, c'est notre idée, parce qu'en fait, il faut même protéger ce genre d'informations par les fake news, qui normalement sont vraiment un gros problème pour les scientifiques. C'est la frustration peut-être la plus grande des scientifiques de lutter contre ces genres d'informations qui circulent beaucoup plus que les connaissances scientifiques. Et donc, vraiment, les terrains où on envisage d'avoir ce genre d'échanges et les terrains des données scientifiques validées par la communauté scientifique. Donc, vous me trouvez tout à fait d'accord avec ça. Et je suis active depuis presque 20 ans sur la diffusion de la culture scientifique, fête de la science, festival des sciences. Donc, la promotion vraiment de la culture scientifique, surtout pour ce qui concerne la COP et les aspects environnementaux et climatiques, c'est prioritaire. J'en ai discuté aussi avec le conseil régional. On a parlé de la formation, de l'importance vraiment de donner des outils aux jeunes qui sont déjà sensibles. Donc, pas besoin de les sensibiliser. Ils sont tellement bien dans tout ça. Donc, il faut donner aux jeunes les outils pour concrétiser leurs idées qui sont extraordinaires. Merci Federica. Et c'est vrai que tu rappelles quelque chose d'important, c'est que la lutte contre le déni de science, qui est une vraie construction par certains groupes, la vraie lutte, c'est plus de science, donc effectivement plus de communication. Donc Federica est tout à fait prête à se livrer à l'exercice et on s'y attellera. Monsieur Bonneau avait une remarque. Je voulais livrer une impression sur les échanges et puis un complémentaire. L'impression, c'est par rapport à la question que vous posiez, madame. Moi, je trouve que le panel, il est très en interrogation vis-à-vis des scientifiques, et à prioriser, etc. Et ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que, et ça, je veux dire, c'était pas écrit au départ, vous interrogez pour savoir quelles ont été vos démarches dans cette prise de conscience collective, dans cette expression collective, en intégrant des problématiques de société. C'est assez passionnant cette discussion. Et je voulais ajouter, il y a une question de savoir si tel type d'interrogation ne renvoyait pas au comportement individuel était dans l'espace que nous définissons. Moi, je crois qu'il faut répondre oui, parce que être citoyen, c'est pas que de la consommation individuelle, c'est autant être dans la prise de position par rapport à l'offre et aux orientations collectives. Je reprends le vélo. Faire du vélo pour venir à la région, c'est d'autant plus facile que l'aménagement qui va être décidé par les élus a la possibilité. Donc je pense qu'il y a bien ces deux dimensions. La dimension dans mon comportement individuel, je choisis de faire comme ça. Mais aussi, là où je peux agir en tant que citoyen, j'interviens pour que les réponses qui ne peuvent trouver leur dimension que dans le collectif soient des réponses qui prennent en compte. On a cette préoccupation-là a priori, et les rappeler ici, moi je trouve que c'est assez satisfaisant. On a enchaîné là-dessus. Pour être un brin provocateur et démystifier un peu les choses, je fais partie d'un laboratoire dans lequel nous sommes à peu près 90 chercheurs et enseignants-chercheurs. Et l'écrasante majorité, j'ai oublié de préciser que ces gens travaillent sur la physico-chimie de l'atmosphère essentiellement. Et l'écrasante majorité de ces enseignants-chercheurs et chercheurs est indifférente aux questions qu'on se pose ici.
Et alors, je ne vais pas dresser un portrait trop noir de mes collègues, évidemment. J'ai dit que j'étais un brin provocateur, mais c'est pour vous montrer que le problème, et ça, les psychologues s'y sont penchés, on peut être bon père de famille et exercer un métier qui brise la vie d'enfant et qui est complètement en antinomie avec la façon dont on mène sa vie de famille. Alors, je ne vais pas dire que les scientifiques sont tous comme ça. Heureusement, il y en a qui vivent en parfaite adéquation avec leur métier. Mais ça m'amène au point principal. Je pense que le plus important, et ça, quelqu'un en a parlé récemment dans un livre qui s'appelle Le syndrome de l'autruche, c'est que c'est une conversion. Il y a la notion de conversion. On peut avoir toute l'information qu'on veut, avoir autant de rapports qu'on veut. Tant qu'on n'a pas fait ce déclic de conversion, on fait un pas qui peut être progressif ou bien qui peut être instantané. On peut rester dans un certain déni, délibéré ou pas délibéré, etc. Et vous l'avez soulevé à plusieurs reprises dans ce document, c'est la notion d'information, de formation. Et je pense que ça nous amène, c'est une des clés, je pense, de ce que vous proposez, un des leviers fondamentaux, c'est comment va-t-on transmettre ceci. Et là, je pense que la jeune génération, les collèges et les lycées sont évidemment une des courroies de transmission essentielles, puisqu'on investit du long terme. Pour essayer de revenir sur une note positive, bon, déjà, on a compris qu'il fallait sensibiliser d'abord les scientifiques. J'étais provocateur, hein, mais bon. Non, mais on réagit. Je me demandais... Et je vais intervenir d'abord. Le GIEC travaille quand même depuis des années, notamment avec nos collègues français, Valérie Masson-Delmotte, qui est très active sur le territoire français, à former les jeunes. Donc ceci n'arrivera plus, parce qu'ils seront au courant, et nos enfants, nos petits-enfants le sont, hein, ils sont bien au courant des problèmes, et je pense que ça pourra plus arriver. Donc je pense qu'à un moment, on sera tous embarqués dans la même chose. Moi, en tout cas, je suis beaucoup plus optimiste que mon collègue, mais on va pouvoir en discuter. Alors, je vous propose qu'on clôt cette séquence. Merci à tous de ces échanges. Ça montre qu'il y a peut-être d'autres séquences. Excusez-moi, mais j'avais envie de vous proposer juste une synthèse. C'est-à-dire qu'il me semblait qu'à la suite de tous ces échanges, la question qui se posait était celle de la priorisation, et que dans la priorisation, il fallait prendre évidemment l'impact, le coût, et puis l'adhésion et la sensibilisation citoyenne. Et si on prenait ces 4 éléments-là pour faire les choix politiques de la COP, ça pouvait être intéressant. Voilà, c'est tout. Pardon ? Anne, parce qu'on a écouté la même émission samedi matin, c'était Orsena et Attali ensemble. Je vais voir ce que c'est intéressant. C'est vrai qu'Éric Orsena, il a fait une proposition. Moi j'ai tilté là-dessus. Alors, il parlait des élections, mais on pourrait en parler sur n'importe quel vote, en disant qu'il faut que les nombres de voix soient inversement proportionnels à l'âge. Et je pense que c'est vrai qu'on vote pour quelque chose, et là, si on va voter pour les propositions, ça me paraît normal qu'une personne jeune ait plus de voix qu'une personne âgée, parce que l'impact, c'est lui qui va le subir, et pas la personne qui a 90 ans ou voilà. Et je trouve que faudrait réfléchir à ça. Faudrait réfléchir à ça, parce que moi j'ai trouvé que c'était quelque chose de très intelligent. Oui, on peut interdire le droit de vote aux plus de 60 ans, ce qui va m'arriver bientôt, puisque l'avenir appartient aux jeunes. On peut faire ça aussi. Attention, c'est pas du tout interdire le droit de vote. C'est dire, vous avez entre 20 et 30 ans, les actions qui vont être prises, vous allez les vivre beaucoup plus longtemps que la personne qui a entre 70 et 100 ans. Et alors, il ne faut pas le faire systématiquement, il ne faut pas le faire n'importe comment. Mais je pense qu'il y a une réflexion à avoir sur ce sujet-là. Ça me paraît très important en ce qui concerne notamment les financements qu'on va laisser à mes enfants et arrière-petits-enfants. Alors, pour le mot de la fin, est-ce que, Federica, tu as envie d'ajouter quelque chose avant qu'on passe sur... Je pense vraiment qu'on a obtenu vraiment des réponses claires et des inputs très, très intéressants de la part du panel citoyen, que je voudrais remercier pour cet échange qui était vraiment enrichissant, très, très, très enrichissant. De notre part, nous nous engageons à bien réfléchir sur ce que vous venez de nous dire et de discuter entre nous et d'échanger entre nous pour
vous donner encore plus d'aide, un avis plus consolidé, plus partagé parmi nous. Et je pense qu'Isabelle et Pascal pourront m'aider à coordonner un peu cette action. Et donc, nous sommes toujours ici pour échanger avec vous. Si vous demandez un moment pour échanger, nous sommes là. Peut-être juste pour clore complètement cette séquence, là donc je disais tout à l'heure, on va travailler sur l'accord COP encore cet été, et donc en septembre une nouvelle version va être proposée et au panel et au conseil scientifique. On va essayer du coup cet été d'intégrer des éléments que vous avez évoqués aujourd'hui, mais évidemment ça va, j'imagine, vous inciter les uns les autres à vous poser les questions de comment on va travailler ensemble dans l'avenir, et donc n'hésitez pas en septembre à venir apporter vos propositions sur l'accord de méthode qui sera une fois encore qu'une première étape, mais qui sera une étape importante. Je pense que ce qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire ensemble, peut-être à prioriser aussi dans les étapes à franchir, au-delà des actions, mais voilà, c'est peut-être des organes qui vont travailler ensemble et qui vont peut-être se donner certains axes de travail dans un premier temps. On parlait notamment des indicateurs, enfin du diagnostic des indicateurs, puis peut-être dans un second temps de la partie sensibilisation en appui, parce que j'ai pas pu rebondir tout à l'heure, mais on a quand même des coopérateurs justement qui sont en train de plancher aujourd'hui, qui sont en train de travailler à Tours. Mercredi, ils seront à Orléans. Les coopérateurs peuvent être aussi sur les territoires des relais et vous accompagner, membres du panel et conseil scientifique, à développer des actions de comment on appelle ça, pas acculturation scientifique, tous les choses scientifiques, vulgarisation, merci, je cherchais le terme. Donc voilà, il y a des choses à réfléchir avec peut-être en plusieurs étapes, mais en tout cas, merci à tous de ces échanges. Monsieur Bonneau, Charles Fournier ou Anne Lénier, est-ce que vous voulez clore? Franchement, ce sont des remerciements, mais vraiment appuyés, très, très sincères, parce que la démarche ambitieuse qui est engagée par la région n'aurait absolument, par rapport à ce que vous dites les uns les autres, aucune valeur si elle était dans une verticalité et simplement fondée sur une légitimité politique, celle du suffrage universel. Par rapport au problème que nous avons, l'appropriation par les citoyens, les avis, les réactions, les priorisations, etc., déterminants. Et moi, je veux dire de la même manière que je suis très sensible, Madame la Présidente, à la manière dont les scientifiques s'engagent dans la chose. Je crois, Charles, que la proposition notamment que faisait Anne, il ne s'agit pas de chiffrage, etc., mais il s'agit d'aider à classer un certain nombre de propositions, un certain nombre d'engagements, de les éclairer par leur capacité à transformer, dans quelle temporalité, etc., à transformer les choses, les ramener à des éléments de coût, etc. On voit bien le très beau chantier qui peut être mené dès lors que chacun reconnaît la spécificité et des scientifiques et des citoyens, mais que c'est vraiment articulé. J'ai le sentiment que cette articulation, elle fonctionne bien. Enfin, je sais pas, Charles, tu t'en penses? Oui, non, tout à fait. Moi, ce que je retiens quand même de cette séquence-là, c'est la nécessité d'imaginer la permanence des relations entre les communautés impliquées dans la COP. C'est-à-dire que la gouvernance dont vous parlez, c'est ça, en fait. Et ce qu'il faut, c'est imaginer. Alors, ça ne peut pas être toujours les mêmes citoyens. En tout cas, on peut avoir toujours les mêmes citoyens sur un rôle, mais sur l'ensemble des rôles qui sont à jouer, c'est pas possible d'imaginer que ça soit le cas. Mais il y a forcément des formules à trouver pour que ce dialogue qui s'est engagé aujourd'hui se poursuive. Je pensais aussi avec les coopérateurs qui sont dans les territoires, le lien avec les scientifiques aussi me paraît extrêmement intéressant dans la proximité. Et donc je trouve que ce lien entre les communautés de la COP, il est assez déterminant. Et c'est ce qu'on voulait, c'est sortir des silos. Et donc c'est ça qu'on commence à faire dans un exercice comme celui d'aujourd'hui. Je trouve que c'est fondamental pour un sujet qui appelle à accepter la complexité. Et la complexité, elle vient de sujets qui interrogent beaucoup de nos vies et beaucoup d'interactions entre nous dans nos vies. Voilà. Et donc je trouve qu'il faut, c'est ça l'exercice qu'on fait aujourd'hui. Donc je trouve ça passionnant. Et puis toutes les séquences avec le panel ont été extrêmement riches. Voilà. Donc à poursuivre. Merci à tous. Alors, pour ceux qui restent, on propose peut-être 3-4 minutes de break avant de rentrer sur la séquence livre blanc. Et les membres du panel, si vous souhaitez rester en auditeur, parce que là, vous voyez, Virage Énergie, tous les contributeurs du livre blanc sont restés silencieux. Ils ont écouté. De la même manière, si vous souhaitez rester en auditeur, vous êtes